de vous accueillir aujourd'hui. Je suis Paulina Krajlik, chercheuse à l'Institut d'études acadiennes. Donc, je vous présente Michel Landry, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les minorités francophones canadiennes et le pouvoir, et professeure agrégée de sociologie. Elle s'intéresse au rapport entre les gouvernements et les minorités de langue officielle, au rôle des gouvernements locaux dans le développement des minorités nationales et aux formes de gouvernance communautaire. Michel Landry est l'auteur de l'Acadie politique, Histoire sociopolitique de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, qui a été publié en 2015, ainsi que d'articles universitaires et de chapitres d'ouvrages collectifs portant, entre autres, sur le pouvoir et l'organisation sociopolitique des minorités de langue officielle et le nationalisme acadien. Elle co-dirige présentement l'ouvrage à paraître, L'État de l'Acadie, qui réunira une centaine de courts textes faisant l'état de la situation des francophones de l'Atlantique. Alors, elle prononcera une conférence intitulée Mouvement francophone et anti-bilinguisme au Nouveau-Brunswick, les deux solitudes en action. Alors, bonjour à tous. Merci d'être venus en si grand nombre aujourd'hui. Merci à Grégory et toute l'équipe de l'Institut d'études acadiennes pour l'invitation. Je vais commencer par une question, vous poser une question. Quelle image vous avez en tête lorsque vous pensez à l'antibilinguisme? Là, pas de mauvais mots, là. Qu'est-ce qui vous vient en tête? 2-3 mots. People's Alliance. OK, People's Alliance. Le premier ministre provincial. Le corps, OK. On ne pense pas nécessairement à un mouvement social ni à son pendant pro-bilinguisme, ce qu'on peut appeler un mouvement francophoniste ou pour les droits des francophones. Mais si je vous avais dit pro-vie, évidemment, vous auriez eu l'image d'un contre-mouvement opposé au pro-choix, même si vous ne connaissiez pas le concept de contre-mouvement. Alors, ma présentation aujourd'hui vise donc à présenter une grille de lecture issue de la sociologie des mouvements sociaux pour analyser les mouvements antibilinguistes. Cette perspective n'est pas incompatible avec les analyses du discours antibilinguiste qui se font, par exemple, dans une perspective plus sociolinguistique, ni avec les analyses plus politiques du populisme. C'est tout à fait complémentaire. Alors, la première partie de mon exposé consistera donc à vous expliquer brièvement comment s'est développé le contre-mouvement au fur et à mesure que le mouvement francophoniste réussissait à changer le régime linguistique du pays et du Nouveau-Brunswick et par le fait même l'identité de ces entités. Alors, au-delà de vous convaincre qu'il faille voir ces phénomènes comme des mouvements sociaux en interaction, j'aimerais aussi montrer brièvement, par une brève schématisation de leur discours et de leur tactique actuelle, comment, bien que les théories de mobilisation des ressources supposent que les mouvements et les contre-mouvements sont en compétition pour des ressources, du financement, un appui du public, c'est pas exactement ce qu'on observe dans nos cas. C'est la raison pour laquelle j'ai sous-titré ma présentation « Les deux solitudes en action ». Alors, s'ils dirigent leur action et leur rhétorique vers le gouvernement et leurs bases respectives, c'est la conception même de la société qui est discutée. Mais ces mouvements ne parlent pas le même langage, puis c'est un peu comme un dialogue de sourds. L'année qui vient de se terminer marquait le 50e anniversaire de la loi sur les langues officielles du Canada et du Nouveau-Brunswick. Pourtant, au début de l'année, nous venions d'assister à l'élection d'un premier ministre, anciennement membre actif du CORE, un parti anti-bilinguisme des années 1990, et l'élection de 3 députés du parti People's Alliance, également anti-bilinguisme ou spécifiquement anti-dualité, qui détiennent la balance du pouvoir dans ce gouvernement minoritaire. Les médias sociaux ont fustigé de propos anti-bilinguisme, anti-dualité et parfois même racistes à l'égard des francophones. Le gouvernement a essayé à plusieurs reprises de miner des acquis en matière de droits linguistiques dès son élection.
notamment dans l'affaire de l'obligation d'avoir au moins un ambulancier bilingue à bord des ambulances. Les Franco-Ontariens aussi n'ont pas pu dormir tranquille cette année avec plusieurs reculs et revirements de situation dans des dossiers importants. Avant la montée récente de l'antibilinguisme au Nouveau-Brunswick, plusieurs pensaient qu'il ne restait que des groupuscules plutôt marginaux. Ça fut peut-être le cas pendant quelques années, mais il ne s'agissait qu'une période peu active de ce contre-mouvement. En fait, cette résistance à la reconnaissance officielle du français au Nouveau-Brunswick et plus généralement au Canada depuis les années 1960 illustre de manière quasi exemplaire ce que les sociologues des mouvements sociaux appellent des contre-mouvements, c'est-à-dire un mouvement qui se développe en opposition à l'influence montante de la vision proposée par les militants d'un mouvement social en développement. S'il y a un contre-mouvement, c'est qu'il y a donc un mouvement. Mis à part le mouvement souverainiste au Québec, qui constitue un mouvement en soi, la lutte pour les droits linguistiques et la reconnaissance des francophones du Canada n'est pas typiquement analysée comme un mouvement social, peut-être à l'exception de la thèse de Martin Normand, pour ceux qui connaissent, puis quelques travaux de Christophe Trenel. Il s'agit pourtant bien d'un mouvement social composé d'un réseau d'acteurs qui se mobilisent pour proposer une vision alternative de la société, faire pression sur le gouvernement pour adopter des mesures allant dans le sens d'un projet de société souhaité. L'antibilinguisme ne semble pas non plus être abordé d'emblée comme un contre-mouvement. En fait, l'antibilinguisme n'a pas tellement été étudié à l'échelle du Canada. Hayday s'y est intéressé dans le cadre de recherches sur l'histoire de l'immersion. Sinon, on retrouve quelques études sur les partis politiques antibilinguistes et de plus en plus d'études sur le discours antibilinguiste. Alors, pour le bénéfice des auditeurs moins familiers avec le régime linguistique néo-brunswickois, je vais d'abord vraiment rapidement esquisser la situation avant d'en arriver à l'examen du développement de ces mouvements. Puis je vais y aller vraiment d'une manière macro, je ne vais pas faire d'analyse de discours très détaillée. Ma présentation d'aujourd'hui se veut vraiment générale. Alors, on peut résumer le contexte linguistique de la province d'une manière très simpliste comme suit. Alors, selon le dernier recensement, environ 32% de la population du Nouveau-Brunswick a le français comme langue maternelle. La population de langue française est principalement située dans le nord puis dans l'est de la province. Dans les grandes villes, la grande région de Moncton compte environ 35% de francophones, mais ceux-ci sont très minoritaires à Fredericton, où ils ne représentent que 7% de la population, et à Saint-Jean, où ils ne sont que 4% de la population. Depuis 1969, le Nouveau-Brunswick a 2 langues officielles, l'anglais et le français, comme le Canada. Aujourd'hui, les droits linguistiques au Nouveau-Brunswick incluent ces obligations. Donc, les communications gouvernementales et les services gouvernementaux doivent être offerts dans les 2 langues officielles, puis ceci inclut les sociétés d'État comme Ambulance Nouveau-Brunswick, Énergie Nouveau-Brunswick, Alcool Nouveau-Brunswick, Cannabis NB, tant qu'elle reste une société d'État. Les commissions scolaires et les écoles sont cependant exemptées de ces obligations puisque chaque communauté linguistique a le droit à leurs propres établissements et à la gestion scolaire. Depuis, un article de la Charte canadienne des droits et libertés porte spécifiquement sur la situation linguistique du Nouveau-Brunswick et stipule que la communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont le statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d'enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion. Alors, une telle reconnaissance constitutionnelle et les droits linguistiques sont clairement l'effet de longues luttes. Les gouvernements n'ont pas l'habitude de sortir ce type de protection juridique à l'égard des minorités de leur chapeau. Il faut souligner, par contre, l'effet de contexte puis d'autres mouvements qui dépassent les frontières de la province. Je ne suis pas la première à souligner à quel point le mouvement souverainiste au Québec a eu une influence marquante sur l'obtention des droits et d'une reconnaissance pour les francophones hors Québec. Je vais maintenant schématiser rapidement l'évolution
du mouvement nationaliste acadien qui deviendra un mouvement pour les droits linguistiques, et puis souligner en parallèle l'opposition qui se développe en réaction aux changements ainsi apportés au régime linguistique. Le mouvement francophoniste et l'antibilinguisme ont tous deux une forte composante identitaire et des racines profondes. Le mouvement nationaliste acadien, lui, s'est développé dans la deuxième moitié du 19e siècle autour d'une identité, une religion et une langue commune. Les Acadiens se sont progressivement organisés en créant des associations et des mécanismes de prise de décision collective. C'était d'ailleurs assez commun à l'époque de voir se former des sociétés patriotiques, comme on les appelait à l'époque, ou des sociétés d'entraide mutuelle destinées à un membre d'un groupe culturel. Hein. Il existait en Amérique des sociétés St. Andrews, St. Patrick, des sociétés Saint-Jean-Baptiste. Les organisations acadiennes, que ce soit la SNA ou les conventions nationales acadiennes, visaient donc l'amélioration des conditions d'existence des Acadiens en français et selon les principes de la religion catholique. Les Acadiens se sont d'abord mobilisés contre la domination irlandaise au sein de l'Église catholique et spécifiquement pour l'obtention d'un évêque acadien, ce qu'ils obtinrent et ils vont obtenir éventuellement. Ils ont aussi lutté pour la reconnaissance du français dans les écoles. Bien entendu, cette lutte pour la reconnaissance du français dans les écoles se faisait auprès du gouvernement provincial, puis ce n'était pas facile. Hein? Les loges orangistes étaient très influentes à cette époque. Les Acadiens ont donc fondé éventuellement des cellules de l'Ordre de Jacques-Cartier, une société secrète canadienne-française, pour user des mêmes tactiques. Le répertoire d'action correspondait à la période historique puis au contexte social. Alors, on utilisait des lettres, des mémoires, puis une influence discrète. Les Acadiens avaient alors très peu de pouvoir et les faibles gains obtenus ne faisaient pas consensus, mais n'attaquaient pas de manière frontale les intérêts ni même les symboles des anglophones. Mais au tournant des années 1960, la population acadienne représentait presque 40% de la population provinciale. Certains anglophones craignaient sérieusement une domination francophone, d'autant plus qu'un Acadien venait d'être élu comme premier ministre de la province pour la première fois de l'histoire en 1960. Alors, vous voyez ici, par exemple, le Maclean titrait un article « The Acadians' Gentle Revenge » en octobre 64. Puis cet article-là parle justement du fait qu'il y a un Acadien à la tête de la province et puis parle aussi de la démographie grandissante des Acadiens, avec une belle photo à la deuxième page d'une famille de 17 enfants. Mais au tournant des années... dans la province voisine et puis sur la scène fédérale, la montée du mouvement souverainiste au Québec a entraîné la mise en place de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, donc communément nommée la Commission Laurondeau-Dunton. C'est cette commission qui recommanda l'adoption de la Loi sur les langues officielles du Canada puis du Nouveau-Brunswick. À la fin des années 1960, le gouvernement fédéral a aussi commencé à subventionner les groupes de minorités de langue officielle, donc des programmes spécifiques dédiés à financer les francophones hors Québec puis les anglophones du Québec. La Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick est donc fondée quelques années plus tard, en 1973, un an après la fondation d'un parti nationaliste acadien. Ça s'appelait le Parti acadien. Alors, comme Haydée l'explique, l'origine de l'antibilinguisme au Canada est associée à des organisations loyalistes et protestantes. Puis au temps de la Commission Laurondeau-Dunton et de l'adoption des lois sur les langues officielles du Canada et du Nouveau-Brunswick, ces organisations se sont mobilisées contre la reconnaissance du français comme langue officielle. À titre d'exemple local, notre célèbre maire de Moncton, Leonard Jones, une figure de proue du mouvement anti-bilinguisme au Nouveau-Brunswick, a essayé de mobiliser la Canadian Protestant League pour l'aider à se battre contre cette loi en lui faisant un généreux don. Pour plusieurs anglophones de la province, la nouvelle donne linguistique affaiblissait son patrimoine britannique et ses symboles.
Certains anglo-protestants n'étaient simplement pas d'accord à ce que des francophones catholiques participent pleinement à la vie politique néo-brunswickoise. Cette résistance à la reconnaissance officielle du français au Nouveau-Brunswick, puis plus généralement au Canada, illustre très bien ce que les sociologues des mouvements sociaux, Zald et Useem, expliquaient au sujet de l'avènement des contre-mouvements. C'est qu'en revendiquant le changement, les mouvements sociaux s'attaquent à des intérêts, des symboles établis qui se voient menacés. Les mouvements créent des opportunités pour les opposants à définir leurs objectifs et les enjeux d'un contre-mouvement. Puis les mouvements sociaux ont aussi un effet démonstratif, c'est-à-dire qu'ils montrent aux opposants les effets que peuvent avoir les mobilisations collectives. À titre d'exemple, la Dominion of Canada English Speaking Association a ainsi tenté d'organiser une opposition à la construction d'une école française à Fredericton dans les années 1970. Elle a aussi organisé des campagnes contre l'annonce d'un poste d'interprète bilingue au site historique de King's Landing. Puis elle a même plaidé devant un comité spécial sur la Constitution du Canada pour l'abolition de la loi sur les langues officielles. Dans les années 1970 jusqu'au début des années 1980, les Acadiens luttaient principalement pour l'indépendance de l'école de langue française, alors soumise à une hiérarchie anglophone, puis pour l'homogénéité des écoles, en d'autres mots, l'abolition des écoles bilingues. Puis cette cause a mobilisé vraiment pratiquement toutes les organisations acadiennes. La dualité, finalement, dans le système de l'éducation de la province a été mise en place là, en 1974 jusque dans les années 1980. Hatfield, le premier ministre de l'époque, courtisait bien évidemment l'électorat acadien. Il ne semblait pas d'ailleurs très sympathique au contre-mouvement anti-bilinguiste. Puis la montée du mouvement souverainiste au Québec faisait un peu peur, donc indiquait aux politiciens qu'il valait mieux d'essayer de contenir le mouvement francophone. Les militants acadiens ont continué en vain à revendiquer la dualité dans d'autres domaines de l'appareil gouvernemental. Le Parti acadien, pour sa part, a de plus en plus revendiqué la création d'une province acadienne. Le gouvernement provincial a fini par adopter une loi reconnaissant l'égalité des deux communautés linguistiques. Et puis, après sa 4e élection, ce gouvernement a entamé un processus de révision de la loi sur les langues officielles. Les audiences de la commission sur la modification de la loi, donc la commission Poirier-Bastarache, constituent l'un des épisodes les plus houleux des tensions linguistiques. Certaines audiences ont dégénéré à un point où des militants antibilinguistes ont lancé des œufs au commissaire, on a vu des bousculades, des insultes comme jamais auparavant. Il s'agissait des membres de la New Brunswick Association of English-Speaking Canadians, un groupe allié à l'Alliance for the Preservation of English in Canada basé en Ontario. Alors, bénéficiant d'une visibilité accrue pendant les audiences de la commission Poirier-Bastarache, parce que c'était quand même, il y a eu une couverture médiatique, aussi du choc de l'obtention de l'entièreté des sièges au gouvernement provincial par les libéraux de Frank McKenna aux élections de 87, puis aussi à l'insatisfaction grandissante à l'égard du Parti progressiste conservateur qui venait de perdre des élections. Cette association-là s'est comme intégrée au parti Confederation of Regions en 1988. L'arrivée de ce parti sur la scène provinciale a été un succès électoral. La plupart d'entre vous savez que ce parti a gagné 21% du vote, 8 des 58 sièges à l'élection de 1991. Alors devenant l'opposition officielle du gouvernement libéral de Frank McKenna. Notez bien que notre premier ministre, Blaine Higgs, a brigué la chefferie de ce parti politique dans la course au leadership de 1989. Il n'a pas gagné. Enfin, c'est dans ce contexte politique de dangereuse montée de l'antibilinguisme sur la scène fédérale, d'échec des négociations sur la scène fédérale, d'échec des négociations constitutionnelles et de la montée du mouvement souverainiste au Québec, que les gouvernements provinciaux
du Nouveau-Brunswick et fédéral vont s'entendre sur un amendement constitutionnel visant la reconnaissance des deux communautés linguistiques de la province. Donc, l'article 16.1 dont que je vous ai lu plus tôt. Le Parti libéral, dans le fond, n'avait aucun intérêt à laisser ce parti anti-bilinguiste prendre de l'ampleur. Il ne pouvait certainement pas se permettre de perdre le vote acadien non plus. Il a donc plié devant la pression de la SANB de s'entendre avec le fédéral, puis d'enchasser une fois pour toutes les principes de la loi 88, donc la loi sur l'égalité des communautés linguistiques du Nouveau-Brunswick, puis leurs droits à leurs institutions respectives. Il est donc clair qu'à cette époque, cet épisode précis, c'est le mouvement francophoniste qui a gagné. Après la chute du CORE aux élections de 1995, ça c'était vraiment une déconfiture, c'est l'Anglo Society of New Brunswick qui va incarner la face publique du contre-mouvement anti-bilinguisme. Ce groupe était cependant un peu plus marginal. Il faisait les manchettes pour ses manifestations lors de la fête nationale des Acadiens le 15 août. En 2004 et 2010, ils faisaient les manchettes pour des pressions sur les conseils municipaux afin qu'ils arborent leur drapeau le 18 septembre pour souligner l'anniversaire de la capitulation de Québec de 1759. La visibilité de ce groupe s'est comme estompée, puis il a pas mal cessé ses campagnes vers 2012. Mais en 2010 et 2012, le mouvement anti-bilinguiste était en train de migrer vers les médias sociaux, notamment vers Facebook. Puis il semblait donc du coup moins organisé. Mais à la suite d'un rassemblement d'environ 200 personnes devant l'Assemblée législative, organisé à travers justement une page Facebook en 2015, le nom de la page, Equal Rights for New Brunswick Anglophone, c'est comme incorporé un organisme, puis ils ont changé de nom à le Anglophone Rights Association of New Brunswick. Alors, le mouvement était donc en train de sortir de quelques années plus ou moins cachées dans les médias sociaux. Puis on peut corréler cette montée de l'antibilinguisme à la montée du populisme assez généralisé, notamment chez nos voisins américains aussi, là. Mais de plus, comme le note Mayer Stagenberg, généralement, un contre-mouvement connaît un essor lorsqu'il perçoit que le gouvernement est ouvert à entendre leur point de vue, mais ne représente pas uniquement leurs intérêts ou ne peut pas résoudre le conflit. Alors, c'est certainement en partie l'explication à la récente montée de l'antibilinguisme. Le parti politique People's Alliance, fondé en 2010, est progressivement devenu la voix publique du mouvement antibilinguiste parce que ce n'était pas vraiment son narratif au début de sa fondation. Les membres actifs de ce parti ont été pour la plupart recrutés au sein de l'Anglophone Rights Association. Il était également connu que le chef du Parti progressiste conservateur, Blaine Higgs, partageait plusieurs des points de vue exprimés, notamment sur les exigences du bilinguisme dans le marché du travail, même si celui-ci ne pouvait pas politiquement se permettre de le dire trop ouvertement. Alors, on connaît la suite de l'histoire. Hein? Le People's Alliance détient la balance du pouvoir. Le gouvernement progressiste conservateur a annulé le jeu de la francophonie, a essayé de passer outre la loi sur les langues officielles dans le dossier des ambulances. Il ne semble pas non plus tellement intervenir dans le dossier des tests d'entrée à la profession de sciences infirmières, puis j'en oublie certainement. Alors, regardons maintenant leur stratégie et leur discours. Comme je le disais, je vais y aller quand même assez schématiquement. Alors, le mouvement francophoniste, aidé par l'influence du mouvement souverainiste au Québec, a progressivement changé le régime linguistique néo-brunswickois, puis par ricochet, ce fut une transformation de l'identité néo-brunswickoise qui s'en suivit. Les pratiques ont également changé, comme notamment en matière d'exigences linguistiques pour obtenir certains emplois. Des lois puis des normes ont été adoptées pour réguler l'interaction entre ce mouvement puis ce contre-mouvement, traçant une ligne là, qui peut aujourd'hui difficilement être franchie. Alors, pour plusieurs anglophones de la province, ces changements ont entraîné un coût individuel et collectif. Jusqu'à récemment, les groupes s'opposant au bilinguisme soulevaient la question des coûts du bilinguisme, la dualité.
la perte d'opportunités d'emploi pour les anglophones, mais ils insistaient aussi explicitement sur les transformations identitaires et symboliques, comme le lien à la couronne britannique puis les racines loyalistes de la province du Nouveau-Brunswick. Mais aujourd'hui, on évoque les mêmes arguments, mais à peu près personne ne parle des transformations identitaires et symboliques. Alors aujourd'hui, on s'oppose de moins en moins au bilinguisme officiel aussi, mais on dénonce les exigences linguistiques pour accéder aux emplois, tant dans le privé que dans le public. Puis on s'insurge, contre la dualité, qui consisterait des dépenses inutiles. Alors, plusieurs de mes collègues se sont intéressés au discours anti-bilinguiste. Ces études ne sont pas encore toutes publiées, mais j'en connais la teneur, puis je ne cherche pas du tout à dupliquer ce qui se fait déjà. Je vais donc seulement souligner la trame argumentative du mouvement et du contre-mouvement basée sur une analyse faite par Marc-André Bouchard, mon collaborateur dans ce projet, et sur une analyse que j'ai faite des communications publiques de la SANB, le principal acteur du mouvement francophoniste. Je résumerai aussi leurs principaux modes d'action afin de montrer à quel point ces mouvements interagissent très peu, puis sont essentiellement en compétition sur la vision du régime linguistique. Alors d'abord, l'Anglophone Rights Association soutient qu'il y a une proportion injuste des postes dans la fonction publique provinciale qui exige le bilinguisme. Et donc, que les anglophones seraient indûment discriminés. On dénonce le fait que des anglophones perdent leur emploi ou n'ont pas accès aux promotions en raison des exigences linguistiques dans le privé et dans le public. On associe généralement aussi ceci, donc les exigences linguistiques, à un exode de leurs jeunes anglophones vers d'autres provinces. On dénonce que le système d'éducation n'arrive pas à rendre les anglophones bilingues, les exclut par le fait même du marché de l'emploi, puis on soutient que le français est une langue plus difficile à apprendre que l'anglais. Le parti People's Alliance articule essentiellement le même type de discours économique. Leur opposition au bilinguisme est illustrée dans des dossiers comme celui des ambulances. Ils s'attaquent également régulièrement à la dualité. Il s'agit bien entendu d'un parti politique populiste qui fait usage d'une rhétorique là, du gros bon sens. Ce parti a récemment utilisé comme exemple les autobus scolaires qui respectent les divisions linguistiques des districts scolaires, puis aussi l'exemple des régies de santé. Alors, sans s'aventurer dans des exemples d'institutions centrales comme les écoles ou les municipalités, ce parti-là sous-entend tout de même que la duplication inutile de services s'étend bien au-delà des autobus scolaires en brandissant des slogans comme « Do you ever wonder why your taxes are so high ?» Cette stratégie permet d'obtenir l'appui des gens un peu plus modérés dans leur position à l'égard des langues officielles. Ils ont aussi progressivement adopté le contre-pied du discours légaliste émanant du mouvement francophoniste. Alors, par exemple, le Anglophone Rights Association se présente comme le pendant anglophone de la SANB, la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Mais sa conception du droit repose sur une perception de la légitimité et non sur la législation comme telle. Hein. Selon cette conception, c'est un droit à l'accès équitable des emplois qui est en jeu et donc ne repose pas sur quelconque loi comme telle. Il faut donc comprendre que ce contre-mouvement anti-bilinguiste n'est pas marginal. Il ne s'agit pas seulement d'un discours soutenu par une somme d'individus non plus. Il s'agit d'un réseau d'acteurs, d'associations et maintenant d'un parti politique qui réussit à s'attirer des alliés puis des sympathisants. Marc-André a compté au moins 10 pages Facebook anti-bilinguistes dans la province. Certaines sont accessibles seulement aux membres, comme Boycott Dieppe, qui avait 650 membres, Citizens Action Team, avec 1400 membres, et d'autres pages qui sont publiques, comme Bilingualism and Duality in New Brunswick, avec 2500 membres, personnes qui suivent la page, et la page Anglophone Rights Association, avec 3900 abonnés. À titre de comparaison, la page Facebook, la SANB, a 2560 membres, abonnés.
Leur répertoire d'action comprend des pétitions, des rencontres publiques, des manifestations, des bulletins d'information, puis des appels robotisés. Pendant la campagne électorale, puis depuis l'élection du gouvernement progressiste conservateur de Blaine Higgs, le mouvement antibilinguiste a gagné une influence telle que les jeunes du Nouveau-Brunswick n'ont jamais vue. Leur stratégie puis leur rhétorique sont assez efficaces, surtout devant un gouvernement qui ne compte qu'un député francophone, puis dont le premier ministre est sympathique à ses idées à la base, et puis qui dépend d'un parti antibilinguiste pour maintenir le pouvoir. Le mouvement pour les droits linguistiques, lui, est hautement professionnalisé et institutionnalisé, un phénomène qu'on observe dans d'autres mouvements sociaux, comme le mouvement environnementaliste ou d'autres mouvements. Dans le cas du mouvement francophoniste, l'institutionnalisation et la professionnalisation s'expliquent par leur structure de financement qui repose pratiquement entièrement sur des programmes du gouvernement fédéral et l'imbrication des principales organisations actives dans ce mouvement-là, dans les structures même de gouvernance du gouvernement fédéral en matière de langue officielle. Ceci va donc façonner son répertoire d'action. Les acteurs du mouvement pour les droits des francophones semblent se concentrer sur du lobbying. Ils font circuler leur message dans les médias traditionnels, les médias sociaux, et puis ils lancent parfois des pétitions. Du moins, c'est le type d'action qu'on a observé par l'examen des communications publiques de la SANB dans les dernières années, puis en faisant aussi une revue de presse. La SANB a récemment mis en place, par contre, des initiatives qui visent à mobiliser les citoyens dans des groupes d'action, mais les actions qui émanent de ces groupes d'action projets, je pense que ça s'appelle, ne sont pas encore tellement visibles. Puis comme ailleurs dans la francophonie canadienne, les acteurs du mouvement pour les droits linguistiques utilisent régulièrement le recours judiciaire comme tactique. Alors on peut citer en exemple l'organisme Égalité Santé en français, qui est en ce moment en processus judiciaire. Les revendications provenant du mouvement francophoniste s'adressent principalement directement au gouvernement. Ceci semble s'expliquer par le fait que leur principale revendication, c'est le respect de la loi. Le discours qui provient de la SANB, donc le principal acteur du mouvement, puis celui que nous avons analysé, est un discours réactif, correspondant à son rôle de chien de garde. Alors, il prend la parole, par exemple, pour s'opposer aux réformes administratives qui minimisent l'autonomie collective des Acadiens. Ça, c'est aussi le cas pour des organismes comme Égalité Santé en français, qui s'opposent aux réorganisations dans le système de la santé. On s'oppose aussi aux commentaires anti-francophones puis anti-bilinguistes émis par des figures publiques. On s'oppose aux inégalités entre les groupes linguistiques puis aux coupes budgétaires qui affectent d'une manière particulière les francophones. Comme je le disais, la rhétorique repose essentiellement sur des arguments légaux. Et on dénonce le non-respect de la loi sur les langues officielles. Alors, je vous ai mis ici comme un exemple de communiqué de presse. On dit plus tôt aujourd'hui à Fredericton, le gouvernement Higgs a ordonné à Ambulance Nouveau-Brunswick d'éliminer l'exigence du bilinguisme lors de l'embauche d'ambulanciers. Cet ordre exécuté à la demande du chef du People's Alliance, Chris Austin, représente pour la SANB une remise en question fondamentale de l'application de la loi sur les langues officielles sur le territoire néo-brunswickois. Puis généralement, on ne tente pas de donner d'autres arguments que le non-respect d'une loi qui existe et qui est en vigueur. Cette tactique-là est compréhensible dans la mesure où l'État, ici comprise comme le gouvernement provincial, reste un acteur politique clé. Et puis le cadre juridique fournit un mécanisme efficace pour gérer les relations sociales lorsque des intérêts collectifs doivent être exprimés ou lorsqu'un compromis doit être trouvé. Alors, lorsque ces lois sont déjà existantes, il est donc tactique de militer pour qu'elles soient respectées. Mais bien que les actions des tenants des droits linguistiques soient principalement dirigées vers le gouvernement provincial, le changement social demandé concerne quand même toute la société. Il s'agit, dans le fond, de changer les rapports de pouvoir établis entre les groupes linguistiques. C'est ce qui dérange donc le contre-mouvement anti-bilinguisme. Puis,
Comme le souligne l'approche de la mise à l'agenda, ma traduction de Agenda Setting Approach, l'attention du public est souvent au cœur de l'évolution des conflits politiques. Les débats politiques puis l'influence de l'opinion publique sont cependant largement médiatisés et donc soumis aux intérêts commerciaux des médias. Mais, comme vous savez, au Nouveau-Brunswick, de telles stratégies posent un autre problème parce qu'il existe une division linguistique claire dans le paysage médiatique. Le seul quotidien indépendant est un journal de langue française et tous les quotidiens de langue anglaise sont publiés par Brunswick News, propriété de la famille Irving. Alors, comme l'a montré Marie-Hélène Eddy dans un texte à paraître, les journaux de langue française sont vraiment des alliés du mouvement francophone, soutiendront les revendications visant la protection et le développement des droits linguistiques. Mais les journaux de langue anglaise introduisent des débats sur certaines questions, principalement autour de la dualité. Nous pouvons également supposer que des plateformes de médias sociaux ont des canaux linguistiquement divisés, ce qui contribue donc à limiter les discussions politiques, puis à accroître l'écart entre les points de vue et la compréhension des problèmes au sein de chaque communauté linguistique, illustrant les deux solitudes. En conclusion, les mouvements liés aux langues officielles, puis vraisemblablement à tout autre groupe de la charte, illustrent comment les mouvements sociaux sont devenus une partie intégrante de l'environnement, des structures sociales qui façonnent et donnent naissance aux partis politiques, aux tribunaux, aux assemblées législatives et aux élections, comme le souligne Goldstone. En d'autres mots, les mouvements sociaux ne sont pas complètement extérieurs à aux structures étatiques, aux structures politiques. Les cadres constitutionnels et juridiques sont également un facteur important dans la manière dont ces mouvements se font concurrence et interagissent avec le gouvernement. Puis ça ici, c'est quelque chose qui est moins exploré dans la littérature sur les mouvements sociaux. Le mouvement pour les droits linguistiques puis le contre-mouvement anti-bilinguiste n'interagissent pas vraiment entre eux en fait. L'État puis l'agenda politique restent les principales cibles, puis le point de rencontre de leur interaction, c'est vraiment justement l'État ou l'agenda politique, dans leur rapport avec l'État. En fait, ils n'utilisent même pas les mêmes canaux. Ces deux mouvements n'utilisent même pas la même langue pour communiquer leurs revendications. Ils font référence à des différentes sémantiques de concepts importants tels que justice ou droit. Le mouvement pour les droits linguistiques puis son contre-mouvement anti-bilinguisme ou anti-dualité ne sont pas non plus en concurrence pour les mêmes ressources. Le mouvement pour les droits linguistiques est financé par le gouvernement fédéral. Il est donc fortement institutionnalisé, ancré dans des mécanismes d'action publique de gestion des langues officielles. Ils ont par conséquent adopté un répertoire d'actions qui ne vise pas forcément à mobiliser les citoyens ou mobiliser l'opinion publique, mais plutôt un chien de garde de l'action du gouvernement provincial en matière de droits linguistiques, puis de projets de développement communautaire. La voie de l'institutionnalisation du mouvement anti-bilinguiste est plutôt dans l'arène politique. Mais le parti politique qui incarne actuellement cette institutionnalisation a du mal à faire des gains en raison de la profondeur des changements apportés par les victoires antécédentes sur les droits linguistiques. Alors, en d'autres termes, tant que les mesures proposées seront illégales ou inconstitutionnelles, les gains se font plus dans l'opinion publique que dans l'adoption de mesures concrètes. Alors, cela dit, les francophones ont vraiment du mal à neutraliser puis à discréditer le contre-mouvement. Puis j'associe cette difficulté-là à leur répertoire d'action puis au jargon juridique aussi qui sous-tend sa rhétorique. Alors, merci pour votre attention. Alors, on va ouvrir la période de questions. Maurice? Comme d'habitude, poser la première, peut-être la rappeler. Beaucoup apprécié, beaucoup aimé ce portrait. En t'écoutant, je me demandais, parce que
qui a été fait en consultant du côté de la population acadienne et francophone. Parce que chez les francophones, il ne faut pas se le cacher, le gros bon sens, cette idée-là, a aussi beaucoup d'adeptes, hein? En commençant par notre vice-premier ministre qui, avec son truc d'ambulance à Woodstock, mon Dieu, qui a été servi par des anglophones unilingues, puis que ça faisait bien son affaire, hein? C'était ça surtout qu'il fallait mettre de l'idée. Il n'est pas le seul Acadien à mettre cette idée-là, qu'on paye trop cher, on est endetté, pourvu qu'on se fasse servir par un médecin compétent, on s'en fout de la langue. C'est pas nécessairement de l'antibilinguisme, là, c'est le gros bon sens. Est-ce qu'on va chercher, est-ce qu'il y a des chercheurs qui ont été chercher ça? Parce que dans le public, hein, de façon générale, l'antibilinguisme, c'est les anglophones. Le bilinguisme, c'est l'affaire des Acadiens. On l'a bien vu que quand on touche au bilinguisme, il y a très peu d'universitaires anglophones qui réagissent. Hein? C'est très silencieux. On l'a vu l'année passée pour le 50e, c'est surtout une affaire d'Acadiens qui vont de l'avant. Est-ce qu'on a finalement été voir du côté acadien cette... Parce qu'il y a... À ma connaissance, il n'y a pas de sondage. Okay. Je veux dire, c'est quelque chose qui coûte cher de toute façon, faire des sondages. Je sais que le commissaire aux langues officielles a fait un sondage il y a quelques années maintenant dans la population générale sur les positions. Mais j'aimerais préciser que habituellement, un mouvement social ne va pas nécessairement rallier toute la population qu'elle cherche à représenter. Le mouvement féministe, il y a bien des femmes qui ne sont pas particulièrement féministes. Même les organisations qui se disent représenter une catégorie de population n'ont pas besoin de l'adhésion de toutes les personnes qu'elles représentent. Les mouvements environnementalistes n'ont pas l'adhésion des animaux, je ne sais pas trop. Les féministes n'ont pas l'adhésion de l'entièreté des femmes. Alors, c'est un peu normal, dans le sens que c'est un phénomène qu'on peut observer dans d'autres types de mouvements sociaux. Mais c'est là aussi où les analyses de discours, par exemple, qui se font chez les sociolinguistes, c'est très intéressant parce qu'on voit aussi où les analyses en sciences politiques sur le populisme, on voit à quel point cette rhétorique-là est faite d'une manière qu'elle peut toucher le plus de personnes possible. Alors, en ne s'attaquant pas, par exemple, à des institutions centrales comme les écoles, là, peut-être qu'il y aurait plus un tollé, peut-être les Acadiens iraient manifester dans la rue. Mais en parlant d'ambulance, de trucs comme ça, on peut ratisser plus large. Alors, tout ça, c'est quand même assez bien pensé. Et puis, c'est ça le populisme aussi, là. Je pense juste, dernier commentaire, je pense juste à des acteurs clés dans une histoire très contemporaine. Bernard Lord, qui a quand même été chercher tous les corps pour les faire rentrer de nouveau chez les conservateurs. C'est lui qui a fait ce jeu-là quand même. Ça lui a bien servi pour gagner des élections et de refonder le parti que Hatfield avait laissé très désuni. Oui, pour lui, c'était facile de le faire parce que son père était anglophone, sa mère était francophone, ça fait qu'il fallait dans chaque... Acadien chez les Acadiens et anglophone chez les anglophones. Ouais. Brian Gallant qui fait son chemin de croix après sa défaite en disant j'aurais dû parler de bilinguisme. Il le réalise maintenant à cause de la montée du mouvement, mais... Essentiellement, ce que je dis, c'est qu'il y a quand même des Acadiens qui ont joué des rôles clés qui pourraient être intéressants aussi dans cette analyse en termes de porte-parole, de symboles, et qui ne sont pas au devant de la scène. Ils ont été toujours en réaction, très rarement en faisant la promotion de ce qui est une loi. Oui, c'est ce qui arrive et ce que j'essaie de montrer aussi, c'est que le discours des principaux organismes comme la SNB ou Égalité Santé en français est très juridique. Alors, ça ne parle pas à monsieur, madame, tout le monde. Puis, ils n'ont même... Là, ils commencent avec leur groupe d'action citoyenne, mais c'est comme nouveau qu'ils essaient de mobiliser la population. Sinon, on n'essaye pas comme le Anglo Society ou plus mal comme le Anglophone Rights Association de vraiment mobiliser, là, de faire des appels robotisés, puis de dire venez dans telle salle communautaire, on va parler de ça, puis de vraiment mobiliser la base. Le mouvement francophone est tellement institutionnalisé, tellement professionnalisé, là. Je pense que c'est Alexis Couture cet été au CMA qui parlait des Acadiens professionnels, là, mais
c'est ça le mouvement francophoniste d'aujourd'hui. Ça explique un peu ce que tu dis là. Oui. Merci beaucoup. J'ai en fait je pense deux questions. J'ai été surpris, puis en fait, là j'ai compris, tu dis on n'a pas eu tendance à étudier le mouvement acadien comme un mouvement social, mais il me semble qu'on l'a étudié comme un mouvement nationaliste, avec des élites qui vont façonner un discours, qui vont essayer de rallier, avec des stratégies d'action, quand on parle par exemple de judiciarisation, des registres d'action. Donc j'ai l'impression peut-être qu'on le fait, peut-être pas avec le discours explicite, le vocabulaire explicite de cette littérature-là, mais implicitement, c'est un peu ce dont on parle quand... on a beaucoup étudié le discours nationaliste. J'ai pas vu beaucoup d'études qui l'étudient vraiment comme un mouvement. Vraiment comme un réseau d'acteurs qui se mobilisent, à part certains épisodes comme les travaux de Joël sur le mouvement étudiant. Mais on n'a pas vraiment étudié comme sur le long terme, dans le macro, vraiment. On parle toujours comme des droits comme s'ils sont juste apparus. C'est rare qu'on va vraiment voir comment est-ce que c'est, dans le fond, des acteurs, des réseaux, des organisations avec l'influence du mouvement souverainiste qui se sont mobilisés. C'est plus ça que je veux dire, là. Mais oui, il y a des études sur le nationalisme, il y a des études sur certains épisodes, mais on n'a pas tendance à voir la situation actuelle de droit linguistique comme le fruit d'un mouvement social. C'est plus ça que je veux dire. Et là, du côté du mouvement donc anti-bilinguisme, est-ce qu'on sait, on a comme des indicateurs de combien de membres sont actifs sur une page Facebook et tout ça, mais est-ce qu'on sait par exemple, est-ce qu'il y a des porte-paroles officiels de ces groupes-là? Bon, on le sait par exemple dans le cas du People's Alliance, mais c'est quoi la structure organisationnelle? Est-ce que c'est financé? Est-ce que c'est pas financé? Est-ce que... ils sont juste financés par dons privés, là. Ils n'ont pas de subvention gouvernementale. Ils ont comme un président, puis tout ça, comme l'Anglophone Rights Association, je pense que c'est Rex, quelque chose, je m'en souviens plus de son nom de famille, puis c'est comme le porte-parole, le président. Ça fait que oui, le Anglo Society aussi, je pense qu'ils avaient quand même moins de membres, là, mais ils sont organisés, ils sont enregistrés comme un organisme à but non lucratif. Oui. Merci beaucoup, Michel. Ça répond très bien à nos objectifs pour la série de conférences, d'aborder une nationale comme ça. Puis, dans cette demande qui est venue aujourd'hui, on voit des étudiants, des gens de plusieurs secteurs, donc c'est très bien. Ma question, c'est justement sur cette question de comment les mouvements sont encadrés par l'État, les tribunaux, certaines questions. C'est comme on s'y limite jusqu'à un certain point à certaines luttes ou à certaines questions où on peut attendre d'être donné raison par le magistrat, par exemple, sur une certaine question. Et ça reste précis, c'est pas nécessairement la façon de mobiliser la population. Et je suis pas certain que c'est ça le but. Puis j'ai eu l'expérience intéressante hier. Je suis allé à Gagetown, j'ai été invité par les membres du Royal 22e Régiment. J'ai donné une conférence, je parle de mes recherches sur la Première Guerre mondiale. Puis chez eux, ils ont vraiment cette vision pour pan-canadienne du fait français dans l'armée nationale. Puis ils étaient un peu même plantés de voir à quel point les Acadiens, pendant la Première Guerre mondiale, mais aussi après, on ne partage pas ça avec vous. On a nos propres luttes, on a nos propres questions, nos propres thèmes. Puis je me demande à quel point l'histoire ou la structure du pays, le fédéral, la province, comment les services sociaux sont organisés, est-ce que, en effet, on a tombé un peu dans la piège que ces questions sont tellement encadrées par les institutions, justement, que on a oublié ou on n'avait jamais besoin vraiment de regarder plutôt le mouvement social dans ce sens. Est-ce qu'on veut le mouvement social dans ce sens, en fait? Ben, qu'on le veuille ou pas, il est là. Je veux dire, ce sont des mouvements sociaux. Je ne suis pas certaine que je comprends bien ta question. Et plutôt le côté francophone, ce mouvement pour le bilinguisme, pour le fait acadien, les droits linguistiques. Et c'est le Nouveau-Brunswick, on ne parle pas des Acadiens de l'État. C'est la province. On n'aborde pas les questions de comment favoriser le bilinguisme sur le plan national, par exemple, ou dans les médias. On est encadré tellement dans ces
questions très pointues. Et ça me semble une limite pour ce mouvement. Ben, c'est sûr qu'il y a différents types de mouvements sociaux. Je veux dire, puis il y a différents acteurs dans des très grands mouvements sociaux. Si on regarde le mouvement environnementaliste, il y a des organismes qui sont internationaux, qui agissent sur la scène internationale. Il y en a d'autres qui agissent sur la scène canadienne. Puis il y en a d'autres qui sont très locales, comme Symbiose ici fait partie du mouvement environnementaliste, puis il s'occupe principalement de ce qui se passe sur le campus. Le mouvement, des organismes comme la SANB sont impliqués sur la scène nationale. Ils sont liés à la FCFA, donc la Fédération canadienne des francophones, je sais plus comment ça s'appelle, acadienne et francophone, comme si les Acadiens n'étaient pas francophones en tout cas, du Canada. Je veux dire, eux sont impliqués, les organismes sectoriels aussi ont des réseaux pan-canadiens. Donc, il y a une société de santé en français national, il y a une association des femmes féministes francophones du Canada, etc., dans différents domaines. Là, évidemment, j'analysais ce qui se passait comme au Nouveau-Brunswick, puis c'est certain que leur mandat, c'est vraiment ce qui se passe sur la scène provinciale. Alors, là, je parlais d'un mouvement sur la scène provinciale. Mais ils ont des liens fédéraux, puis il y a des organismes qui agissent très localement, comme à Saint-Jean, ils ont un groupe là, de francophones pour la ville de Saint-Jean. Avant, la SNB avait comme des sections locales, maintenant ça a été aboli, mais il y a des gens qui agissent localement et des gens qui agissent à différentes échelles. Alors, c'est ce qui est difficile aussi d'analyser des mouvements sociaux, c'est que c'est des acteurs, c'est une multiplicité d'acteurs, il y a des alliés, il y a des sympathisants, puis il y a des acteurs qui sont vraiment dans le mouvement, puis il y a toutes sortes d'organisations qui peuvent avoir différents mandats. Ça fait que je ne sais pas si je réponds à ta question, mais Non, c'est bien. moi, ce qui m'est venu, en fait, qui m'est apparu intéressant en commençant à travailler sur cette recherche-là, c'est que quand on lit sur l'analyse des mouvements sociaux, j'ai pas trouvé beaucoup de cas où le cadre juridique était un facteur aussi déterminant. Parce que ici, ce qu'on voit, c'est que, dans le fond, l'antibilinguisme, c'est comme un petit peu stoppé parce que les lois sont là, c'est dans la Constitution. Ça fait comme, garde, vous avez beau dire ça, on va vous poursuivre. Puis ça, c'est pas quelque chose qui ressort beaucoup dans d'autres analyses de mouvements sociaux. Ça fait pour moi, comme théoriquement, c'est là que ce cas-là est intéressant. Sur ma présentation d'aujourd'hui, je voulais pas parler de théorie de mouvements sociaux trop, là, c'était pas ça l'objectif. C'est aussi que le Code national, que les Acadiens, pour plusieurs leaders, ont un code national qui n'est pas le Canada. Oui, je ne l'ai pas mentionné aussi. Il y a l'Atlantique aussi. Là, oui. Ils sont impliqués dans la SNA aussi. Puis c'est sûr que la SNA n'est pas très politique, oui. Mais quand même, ils ont leurs alliés, la Nouvelle-Écosse, à l'île du Prince-Édouard, puis Terre-Neuve, C'était la première fois que je voyais le terme francophiste. Francophoniste. Francophoniste. Ça vient de Christophe. Moi, je l'ai vu dans un article de Christophe. Christophe l'utilise, je peux l'utiliser moi aussi. Là, je me pose, parce qu'on voit clairement que les opposants, si on prend comme le Anglophone Rights et tout ça, vont vraiment aller contre le régime linguistique puis essayer de manifester leur insatisfaction, d'en modifier. Mais là, si on prend le mouvement, là, il me semble qu'on ne devrait peut-être pas le limiter à la SANB puis à tous les recours qui visent le régime linguistique, si on veut l'appeler le mouvement francophoniste. Oui, ouais. Et là, on pourrait faire entrer une panoplie de choses. Et où est-ce que ce mouvement-là commence et finit? Oui. Par exemple, est-ce que le FICFA, donc c'est l'idée d'avoir du cinéma francophone, participe du mouvement social francophoniste? Et où est-ce qu'on le fait finir et ce mouvement-là? J'ai jamais vu beaucoup d'analyses qui essayaient vraiment de mettre ce genre de frontières-là. On parle souvent comme d'alliés ou d'organismes comme Connex, là. Il y a toujours comme des organismes qui ont différents mandats, mais qui sont sympathisants aussi à cette cause-là. C'est sûr que là, pour une question de temps, puis je me suis plus attardée au discours de la SANB, là, mais évidemment, il y a d'autres organismes qui sont vraiment importants, là, notamment Égalité Santé en français, qui sont pour
poursuites judiciaires. Là. C'est comme un acteur important aujourd'hui là, dans ce mouvement-là. Puis sinon, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement associés aux organismes comme tels, qui ne sont pas membres de CA, mais qui sont très influents aussi. Là. Je pense à Michel Doucette là, qui tweet comme sur les droits linguistiques, puis qui va dénoncer que la télé à Georges Dumont et au poste en anglais. Là, ça fait c'est toujours des contours flous des mouvements, là, puis j'ai jamais trop essayé de mettre la limite. Mais absolument, comme le FICFA, à quelque part, participe Tu vas chercher des fonds dans des programmes fédéraux qui sont pour les langues, donc ils bénéficient de toute cette armature-là dans son existence même. Oui, puis ils participent à quelque part à cette idéologie-là, mais ils ne sont pas nécessairement des militants pour le droit des francophones. Je les rentrerais pas comme un acteur important. En fait, eux se situeraient peut-être plus dans les types d'organismes qui essayent de faire des ponts. Là, ils vont sous-titrer ou présenter des films sous-titrés, des choses comme ça. Il y a d'autres questions? Oui, moi, merci Michel, c'est fort intéressant. Je me demandais si, on parle beaucoup du populisme ces temps-ci, le populisme réactionnaire est toujours casé à droite, un peu partout. De ce qu'on observe récemment, mais pourtant dans l'histoire, il y a eu des moments où on aurait pu dire que le gros bon sens était plutôt axé sur une justice sociale inclusive. Hein. Il y a eu un populisme de gauche. Est-ce que dans tes travaux, justement, tu en vois qui ont cette posture de gros bon sens plutôt à gauche, d'inclusivité, de respect, plutôt qu'une attaque réactionnaire envers des groupes qui se manifestent dans la xénophobie, etc.? C'est une bonne question. Et du côté francophone, tu l'as dit un peu, je sais que c'est difficile parce que justement, il y a eu une professionnalisation des acteurs, les discours sont très judiciaires. Les acteurs sont très scolarisés aussi, je l'ai pas mentionné. Exactement, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a une espèce de... Parce que c'est un peu ça, il y a le contre-mouvement, mais le mouvement, il est tellement professionnel et judiciarisé, on ne sait pas jusqu'à quel point c'est un mouvement social. Mais est-ce qu'il y a dans ça des acteurs qui semblent avoir une posture populiste de gauche? Le populisme ne se définit pas seulement par une rhétorique de gros bon sens. Souvent aussi, le populisme va être l'argumentation dans le message populiste ou l'argumentation populiste va être structurée comme un nous et un eux. Il va toujours être comme le nous puis un opposant. Il y a différents facteurs là, du populisme. Puis c'est soit, comme là c'est francophone, anglophone, mais c'est souvent l'élite et nous, le peuple. Là, c'est souvent ça l'opposition. Puis c'est clair qu'il y a des organisations ou des personnes qui sont des populistes de gauche. Tu sais, quand on pense je pense à, même dans les travaux universitaires, là, des courants de pensée comme la démocratie, comment on appelle ça? C'est pas de la démocratie directe, là, mais c'est comme si on pensait que si le problème était soumis au peuple, que le peuple trouverait la meilleure solution. Il y a des travaux en environnement qui ont très bien montré que ça se peut bien que le peuple va voter pour le stationnement, là, pour tout pavé. Puis on l'a vu avec les municipalités, parce que moi je travaille aussi sur la question des DSL. Là, quand on soumet ça au peuple, là, ça passe une fois sur 3 à peu près. Ça fait que ça, c'est comme du populisme de gauche pour moi, là, comme une idéologie où c'est nous le peuple, c'est pas l'élite qui va décider, c'est pas le gouvernement qui va décider, on va décider entre nous, puis ça va être la meilleure solution. C'est pas toujours la meilleure solution, objectivement parlant. J'ai pas analysé là, pour voir s'il y avait du populisme de gauche. Là. Il y en a certainement, là, mais je peux pas te dire vraiment. Là. C'est une question ouverte, c'est que c'est tellement partout dans l'espace public que je me demandais si on voyait davantage de ça. Mais est-ce qu'Auréa Cormier, Jean-Claude Basque, mais dans le sens que c'est un gros bon sens pour eux de dire non donc. Moi, je les mettrais pas dans des personnes qui sont populistes parce qu'ils sont pas en train d'opposer l'élite contre nous, le gros bon sens. Ils font beaucoup d'analyses. Je veux dire, tu regardes leur site web, ils ont les statistiques sur la pauvreté. C'est pas du monde qui sont comme bon, on s'en fout des stats, des données. Moi, l'anecdote va justifier. C'est pas. Moi, je ne les placerais pas dans du populisme de gauche personnellement. Je ne suis pas une experte du populisme, là. Mais je retrouve plus dans des travaux universitaires dernièrement, en fait. Là, comme je
je tombe là-dessus, là, justement, des courants de pensée qui pensent qu'on peut soumettre au peuple des décisions, puis que ça serait comme une méthodologie quelconque de décision collective. Fait que pour moi, ça c'est comme presque du populisme de gauche. Là, hein? C'est Rousseau aussi. Ouais, peut-être ça vient de là, mais c'est... En tout cas, dans le cas de la municipalisation des DSL, ça marche pas trop. Oui. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je me serais peut-être attendue à ce que vous parliez un peu dans votre présentation des centres communautaires, comme Fredericton, le centre Saint-Anne. Je pense que ça a été le premier à exister. Oui. Là, il y a eu Saint-Jean, puis il y a eu Miramichi, puis il y en a à Terre-Neuve à cause du succès du centre Saint-Anne. Vous ne le voyez pas comme... Ben, j'en ai parlé indirectement dans le sens que ça devait être le centre communautaire auquel le conseil municipal de Fredericton s'est opposé. Oui. Ils se sont opposés, se sont mobilisés pour pas qu'il y ait une école francophone à Fredericton. Hatfield s'est présenté au conseil municipal. Il s'est dit que lui, il n'était pas d'accord avec ces positions-là, qu'il voyait très bien une école francophone à Fredericton. Puis le conseil municipal a quand même voté contre devant le premier ministre. Là. Alors, ça, effectivement... Ça va au-delà d'une école, les centres. Oui, absolument. Puis ça, tu sais, ça fait partie... Je dis pas c'est pas tellement comme le mouvement social de militants, mais à quelque part, c'est des militants qui ont mis en place ces structures-là parce que c'est plus dans une logique de développement communautaire aussi. Là. Ça fait que c'est tout connexe, même si c'est pas comme directement lié au mouvement pour les droits des francophones, mais c'est absolument connexe. On a profité des fonds du fédéral pour mettre en place ces centres scolaires-là. Ça fait certainement partie du développement communautaire